Pour moi, les personnes de Choisir sa vie, elles sont formidables. Ils sont extraordinaires. C'est des gens extraordinaires. Elles montrent ce vers quoi on doit tendre, que ce soit au niveau de la société, de tous les obstacles aujourd'hui que les personnes en situation de handicap ont à franchir pour pouvoir participer pleinement à la vie en société. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap elle a encore des difficultés pour aller à la poste, pour aller voter, pour aller, etc., etc. Ces personnes en situation de handicap qui auraient vraiment tout, mais alors vraiment tout pour se plaindre dans leur vie, je ne les ai jamais entendues baisser les bras ou se plaindre. Tout le courage, toute la motivation, toute l'envie dont font preuve les personnes de Choisir sa vie pour vivre leur vie, pour exprimer leurs choix, pour mener leurs projets à bien. Moi, ce que j'aime, c'est que dans Choisir sa vie, par exemple, samedi prochain, on est partenaire d'un défilé de mode. Jeudi, on va aller dans une salle de classe, on va intervenir auprès des enfants. Michel va partir sur des réunions de parcours, participe à des groupes sur les projets de vie. Julie milite avec d'autres associations sur l'assistance sexuelle, y compris nous aussi, on fait la même chose, on se bat pour ce projet-là qui fait polémique en ce moment. Seb, il a son association de transport. Et puis il fait plein de choses. Ce que j'aurais fait, c'est chercher les mots. Donc j'aurais dit maladie des os verts, je leur ai dit INC, pour qu'ils cherchent un peu des mots, voilà, comme ça ils ne soient pas trop perdus au niveau du vocabulaire. Et ensuite, j'aurais demandé de préparer des questions sur votre vie quotidienne, en disant effectivement toutes les questions étaient possibles, voilà, comme d'habitude. Donc aujourd'hui, nous avons parmi nous des membres d'une association qui nous tient beaucoup à cœur au collège d'Estac, qui est l'association Choisir sa vie. Cette association intervient dans le collège depuis 2005, je pense. N'est-ce pas, Patrick ? Ouais. Voilà. Donc c'est une association qui est composée de personnes handicapées et de personnes non handicapées. Donc Patrick et Sébastien, eux par contre, on va définir leur handicap dans la catégorie de IMC, infirme moteur cérébral. Est-ce que quelqu'un a trouvé une bonne définition de infirme moteur cérébral ? C'est une infirmité motrice due à des lésions cérébrales présentes périnatales. Les personnes IMC, ce sont des intellectuels mal compris. Au début, quand on est né, notre cerveau manquait d'air. Voilà, leur cerveau a manqué d'air. Ça fait quoi ? Toute la partie motrice Toute la partie motrice a été endommagée. Alors ici, on a des AVS aussi pour d'autres personnes qui ont d'autres difficultés. Donc, Une élève qui est sourde, par exemple, a une AVS. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui l'aide aussi dans sa scolarité à prendre les cours complètement. Il y a eu au départ de réussir d'intégration que pour nous deux, puis nos parents ont invité d'autres parents d'enfants handicapés à rentrer dans la association pour que leur enfant puisse pouvoir avoir une aussi d'intégration et être intégré en milieu scolaire et petit à petit ça fait évoluer. Il y a de plus en plus de personnes handicapées comparativement, donc il a fallu recruter de plus en plus d'autres à l'intégration. Et ça a été tellement important qu'à un moment donné, ça a été repris par le pouvoir public. Et maintenant, il y a aussi à l'intégration
Ça s'appelle des AVS, auxiliaires de vie scolaire. Les associations qui ont commencé à militer pour l'accessibilité, dans leurs arguments de militants, on prenait comme argument qu'une ville qui est adaptée pour les personnes handicapées, c'est valable pour les mamans qui se promènent avec les poussettes, pour les rollers, pour les jeunes qui font du skateboard. Tout ce qui est de plein pied, tout ce qui est adapté pour nous, ça sert pour les gens en patin roulette, ça sert pour les gens qui font du vélo, c'est valable pour tout le monde. Comment tu fais pour monter les escaliers? Je ne monte pas les escaliers. C'est-à-dire que là, pour venir dans cette salle, il y a des escaliers, j'ai pris un ascenseur. S'il n'y avait pas eu d'ascenseur, soit on aurait trouvé une salle en bas, soit je ne serais pas venue à l'école. Pas plus compliqué que ça. Est-ce que, à cause de votre handicap, Tu es ému? Ah oui. Qu'est-ce que c'est qui te rend triste? Tu nous le diras après, tu viendras me le dire en après. fait, c'est quand je prononce le mot. Le mot handicapé? Et c'est ce mot-là qui ne te plaît pas? Change-le. Tu dis les personnes autrement capables. Le handicap, au premier abord, il fait peur. Au premier abord, il fait peur. Est-ce que vous avez peur de Patrick? Mais Les enfants sont très ouverts. C'est les parents qui sont pas ouverts, mais les enfants, ils sont très ouverts. Ils sont très accueillants. Même les adolescents d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts qu'il y a 10 ans en arrière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui peut être le plus difficile dans leur vie privée? La vie sexuelle? La vie sexuelle. Est-ce que les personnes handicapées peuvent avoir une vie sexuelle? Bon, ma tante, elle est handicapée, elle a des enfants, des fois, ça dépend quel handicap. On va dire que j'ai une sexualité presque normale. Être maman, c'est normal, c'est naturel. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas être maman. Est-ce qu'ils ont des rapports sexuels? Alors, le handicap, quel qu'il soit, n'est pas synonyme de non-sexualité. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est ce qu'on appelle asexué. Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des rapports? Quand on a un handicap, rien n'est facile. Mais je répète, il y a des personnes valides pour qui aussi ce n'est pas facile d'avoir des rapports sexuels. Parce que tout ne se joue pas uniquement qu'au niveau du corps. Le premier organe sexuel, est-ce que quelqu'un sait dans cette classe où se trouve le premier organe sexuel? vas-y, Denis. Entre les jambes? Non. Le cerveau? Il paraît que le premier organe sexuel, c'est le cerveau, contrairement aux idées reçues. Donc moi, dans mon cerveau, le sexe est important. Et comme je dis souvent avec un peu d'ironie, c'est que j'ai la maladie des os de verre, et le seul endroit de mon corps où il n'y a pas d'os, c'est dans le sexe. Donc à partir de là, bon entendeur, salut. Et par contre, là, avec la maladie qui évolue, c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup d'arthrose dans les mains, j'ai mon corps qui s'affaiblit. Peut-être que dans quelques années, je ne pourrai plus me masturber, je ne pourrai plus avoir accès à mon corps. Et s'il me reste encore un peu de libido et de désir, et que je n'ai pas la possibilité de rencontrer des femmes qui veuillent de moi, ben, ça me ferait du bien d'avoir une assistante sexuelle. Là, c'est un mec qui parle à la radio, mais moi, je parle aussi beaucoup au nom des femmes, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont le monopole de la parole des femmes, il y a aussi des hommes féministes, et moi, j'en suis un, à ma manière. Quand il marche, on dirait une danseuse orientale. Bonjour la caméra. À Château-Renard, on est quand même sur un territoire assez isolé parce qu'on est au nord du département.
c'est un milieu assez rural, les personnes sont très isolées. Et le handicap, c'est quand même encore un tabou. Ça fait du bien d'avoir des gens comme Charlie qui viennent nous voir à Château-Renard. On sait qu'il a une énergie pas possible. Nous allons visionner un film qui s'appelle Hasta la Vista et qui disons, est sur le thème de la sexualité des personnes en situation de handicap. Nous allons regarder le film et ensuite nous allons partager nos idées et nos points de vue et écouter tout d'abord celui de Charlie et l'intervention aussi de Madame Badarou du planning. Merci à l'association Choisir sa vie. Je m'appelle Madé et je suis conseillère conjugale et familiale au planning familial. Il y a une semaine, j'étais à la PU Île d'Orange puisqu'on doit faire une intervention au foyer avec des parents d'enfants qui ont 40, 35, 25 ans et qui se posent beaucoup de questions sur comment aborder la sexualité, les thèmes de la vie affective et sexuelle de leurs enfants. C'est jamais facile pour qui que ce soit d'échanger sur ces thèmes-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que malheureusement j'ai entendu de la part de certaines mamans, c'est quand Philippe va se coucher et qu'il demande à sa maman de mettre sa main valide au niveau de son sexe. J'ai rencontré des mamans qui masturbaient leur fils. Et on peut se poser la question justement de jusqu'où peut aller le dévouement des mamans et quelles conséquences ça peut avoir sur les relations de la maman et du fils. Un assistant sexuel, c'est important ? Il me semble que c'est plus que ça même. C'est plus qu'important. C'est vital. J'ai rencontré des personnes enfermées dans leur corps, hommes ou femmes d'ailleurs, et presque autant de femmes que d'hommes. Certains m'ont dit à quel point c'était important et que si on ne les aidait pas à avoir accès à une sexualité, ça les rendrait dingues, quoi. Moi j'en ai connu qui m'ont demandé de mourir, quoi. Ils étaient vraiment dans des états de déprime, mais ils disaient de toute façon, même se suicider on ne peut pas puisqu'on n'a pas accès à notre corps, donc on n'est pas libre de faire l'amour, on n'est pas libre de manger quand on a envie de manger, de se laver quand on en a envie, on est libre de rien, on est toujours dépendant de quelqu'un, donc les gens me disent en général c'est très étrange que quand on est handicapé, très lourdement handicapé, on nous aide pour tout, sauf pour ça. Aujourd'hui, les prostituées sont reléguées dans les campagnes, dans les camionnettes. Donc aujourd'hui, l'État français ne s'est pas positionné sur ce problème. Donc forcément que vos problèmes à vous ne peuvent pas évoluer facilement du fait que déjà, d'une manière générale, la société n'arrive pas à se poser des questions simples comme ça. C'est pour ça que vous êtes forcément bloqué. J'ai déjà un problème de savoir comment on doit gérer la prostitution. Est-ce qu'on doit faire comme les pays du Nord? Est-ce qu'on doit l'interdire? L'État français n'arrive pas à se positionner là-dessus. Ce que les personnes handicapées demandent, c'est pas de la prostitution. C'est l'assistance sexuelle, à mon sens, ce n'est pas de la prostitution. L'assistance sexuelle, c'est pas uniquement avoir un contact physique. C'est aussi avoir un contact, un suivi psychologique. Un suivi avec des sexologues qui soient formés au handicap. Il n'y en a pas beaucoup en France. Donc ça, il n'y a pas assez d'écoute. Il faudrait un lieu d'écoute, un lieu où les personnes handicapées, où les familles puissent venir expliquer la souffrance. Et ça manque. Dans les pays d'Europe du Nord, on avance là-dessus. C'est-à-dire que là où la prostitution n'est pas interdite, on forme des prostituées qui deviennent assistants sexuels. C'est-à-dire qui restent avec leur statut de prostituées, mais qui en plus de ça se sont spécialisés, ont payé une formation et vont voir la personne handicapée. Parce que, encore une fois, en France, aujourd'hui, sans cadre légal, comme vous avez dit monsieur,
c'est la porte ouverte. C'est comme à l'époque de la prohibition, c'est la porte ouverte à du tout et n'importe quoi. Je vais remercier Charlie et toute son équipe de Choisir sa vie. Donc c'est surtout au niveau du témoignage que Choisir sa vie va avoir une place importante. Ils répondent toujours présents, ils sont très disponibles et très très efficaces dans leur mode d'intervention. Alors moi je suis, sur mon contrat, il est mentionné assistante administrative, donc je gère tout l'administratif de l'association. C'est un secteur qui comporte énormément de côté humain, puisque c'est un secteur social et effectivement, les personnes en situation de handicap sont des personnes très très attachantes et qui s'attachent beaucoup aussi. Et on s'est attachés mutuellement les uns aux autres. On fera en sorte que cette expérience et que cette aventure puisse continuer le plus longtemps possible. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai du mal à me déplacer, mais ça ne m'empêche pas de faire plein de choses. Bon, on est handicapé, mais si on reste chez soi, enfermé, on finit par péter un boulon. Et c'est mieux de jouer aux autres que de rester dans son coin. Et comme je suis une personne handicapée, quand je parle aux autres de mon vécu, je pense que ça a plus d'impact. Suite à mon expérience en tant qu'assistante sexuelle, je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui souffraient de solitude et d'isolement. Et ce qu'ils souhaitaient le plus, c'était la rencontre, faire une rencontre. Donc à partir de là, nous avons créé avec mon équipe des ateliers séduction. Bon, on n'a pas fait de miracle, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne parlaient pas beaucoup, qui étaient restés enfermés. Ils se sont mis, qui ne souriaient pas. Au fur et à mesure, ils ont pris conscience et petit à petit, ils se sont mis plus à parler, à sourire. Bon voilà, donc bienvenue pour notre atelier séduction. Christine va vous présenter le programme. Donc on va commencer par notre séance de relaxation. Ensuite on va travailler sur le speed dating. Il ne faut pas oublier que c'est le 27 et je compte sur vous, parce qu'on l'organise pour vous. Ensuite on fera des petits exercices. Allez, on va prendre une bonne inspiration avec le nez. Et on souffle. Une dernière fois en fermant les yeux. On va soulever les épaules au maximum et on va souffler pour lâcher prise. Allez. Bravo. J'ai toujours réussi à m'exprimer assez facilement. Par contre, dans quelques cas, les exercices de respiration peuvent être une aide, notamment lorsqu'on appréhende. Ouais, c'est une solution qui est assez intéressante. Tous les problèmes de communication qui m'intéressent beaucoup, parce que les bases essentielles de la communication, c'est souvent je dirais le pain de nos exercices, quoi, c'est leur apprendre à faire attention à l'autre, à s'intéresser à l'autre. Voilà. On a travaillé la communication par le toucher, la communication par le regard, par la parole. On a fait des exercices très très intéressants. On a bien maintenant compris qu'il faut que ce soit un dialogue. Voilà. Et que chacun parle à l'autre. Voilà. Et on écoute l'autre et on répond. Voilà. Et ça, c'est excellent. Parce que les premières fois, c'était pas ça, tu te souviens? On va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, être bien dans son corps, dans sa tête, dans son esprit. Ça me porte beaucoup de choses ici. Ça me porte beaucoup de bien. Je suis avec des gens très sympas. Bonjour, je m'appelle Sissa.
Je suis ravie d'être avec vous. C'est un atelier que j'apprécie beaucoup dans la mesure où on prend de bonnes leçons de vie. Et puis on arrive à se mettre au même niveau que les autres personnes et je trouve ça valorisant. Je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde. Patrick. Présente-toi d'abord. Je vais respirer. Respire. Présente-toi. Toi. Bonjour, je m'appelle Patrick. Je viens de Marseille. Je vois d'autres personnes qui ont évolué au niveau de l'élocution, de la gestuelle. Certains n'étaient pas gracieux du tout, maintenant ils sourient. C'est énorme. Il s'ouvre mieux aux autres personnes. Plus facilement, ouais. Oui, j'ai senti qu'il était plus ouvert. Il arrive plus à parler aux gens parce qu'avant, quand il rencontrait quelqu'un qu'il ne connaissait pas, avant de dire un petit mot, c'était un peu difficile. Maintenant, il essaye de s'avancer et de ne pas attendre qu'on vienne vers lui. Je pense que c'est très bien parce que je pense que ça les aide à savoir qu'ils sont comme nous, quoi. Qu'ils peuvent séduire, qu'ils peuvent avoir des enfants et qu'ils peuvent rencontrer des gens pas handicapés, se mettre avec une personne qui n'est pas handicapée. Ça aussi, ça peut les aider parce que peut-être ils ont peur aussi de séduire une personne qui n'est pas handicapée. Alors choisir sa vie est partenaire d'Handipassion parce qu'on est militant dans tout ce qui touche à améliorer l'image de la personne en situation de handicap. Donc l'image, ça passe aussi par la mode, l'esthétique, tout ça. Donc ça nous a plu quand on nous a proposé de nous associer à un projet de mode entre handicapés et personnes valides. Nous avons eu l'idée avec Charlie de monter un défilé qui intègre à la fois le handicap et qui intègre à la fois les personnes avec handicap et les personnes valides. Et du coup, j'ai intégré cette idée dans le cadre du projet tutoré que j'encadre à l'université, plus exactement dans le cadre de la formation de la licence mode pro. Nous sommes 6 organisatrices du défilé Handifashion et nous sommes également étudiantes dans une licence professionnelle de mode. C'est vrai que la mode a l'air d'être un milieu très fermé, c'est vrai que ça a l'air d'être un milieu très prisé, très réservé, parfois une certaine élite ou des personnes qui connaissent. Et nous, on est étudiantes en mode et on a voulu faire cet événement pour montrer que la mode est ou devrait être accessible à tous. Pourquoi ce défilé? C'était aussi pour avoir un côté humain, que ce soit pas un défilé comme les autres. On voit des cintres, c'est des stéréotypes et nous, là, avec tout le travail qu'on fait avec les associations liées à la cause du handicap, c'est vraiment quelque chose d'unique en France et je pense que c'est un message fort parce qu'on voit que les gens nous suivent, les gens sont enthousiastes. Petit à petit, on est en train de sortir de ce carcan-là de mannequins squelettiques et puis que la mode soit accessible à tout le monde finalement. Voilà. On bouleverse les principes et c'est ce qui me plaît. Les défilés classiques que l'on voit partout font apparaître des gens qui sont très normés, très spécifiques et la population elle n'est pas comme ça, elle n'est pas normée, elle n'est pas spécifique, on est multiples. Donc il est bon qu'un défilé de ce genre puisse exister pour montrer la réalité des personnes qui existent. J'ai défilé l'année dernière déjà pour Handifashion.
Donc là, je me suis représenté au casting cette année et j'ai été pris à nouveau. C'est mon premier défilé que... Je fais ce défilé parce que pour le fun d'abord, et ensuite parce qu'on se mélange, ça fait vivre une expérience inédite. Je le fais car j'aime bien la mode, je souhaiterais devenir styliste. Donc si ça peut aider pour la suite, pourquoi pas. Mon souhait, c'est de faire tomber aussi les barrières et de montrer qu'une personne en situation de handicap, de toute façon, on porte les mêmes habits que les personnes, on va dire, pseudo-valides. Donc, En fait, on lutte contre la séparation. Ce qu'on veut, c'est jeter des passerelles. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, ces passerelles devraient exister dès le départ. Et comme vous dites, quand on est enfant, on ne fait pas de différence. Il a un handicap, il est différent. Et puis basta, c'est pas grave, on fait avec, c'est mon pote de toute façon. Mais avec malheureusement le temps qui passe, l'homme ou la femme lui-même voit les choses différemment et fait des différences et des séparations entre plusieurs univers. Et du coup, on enferme l'handicap là et on garde les valides là et on les sépare complètement. Non, nous on dit ça c'est pas possible. Il faut que tout le monde soit ensemble. Donc là c'est la mode, mais ça peut être pareil pour tout. Ça peut être pour l'amour, la sexualité, pour tout. Mais ça va être tellement naturel. Mais malheureusement on est obligé d'insister dessus. Ouais, ça fait tomber les barrières parce que les valides ils n'ont pas trop l'habitude de nous parler ou de nous aborder. Donc là on est entre eux, on est avec eux, ils n'ont pas le choix. Donc ils viennent vers nous ou on va vers eux. Et finalement, après, au final, ils se rendent compte qu'on n'est pas si différents que ça, mis à part qu'on est assis. On ne veut pas de la ségrégation, les handicapés ne doivent pas rester dans leur coin et les valides dans le leur. Au contraire, on est pour un mélange, pour que chacun puisse se connaître, pour que chacun n'ait pas peur de l'autre, pour que chacun reconnaisse sa différence et l'accepte. Moi, ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir trouver des tenues pour chaque personne, peu importe qu'il y ait un handicap ou non, d'ailleurs physique, qu'on puisse vraiment trouver quelque chose qui ressemble à la personne. Il n'y a pas que les valides qui peuvent défiler, être beaux, classe, enfin voilà. Au revoir. D'abord, avant, on va dire, de s'ouvrir vers les gens et vers la société actuelle, je pense qu'il y a déjà un premier travail d'acceptation de soi-même, de son corps, du regard de l'autre. Et malgré notre handicap, on peut être séduisant aussi, différent mais séduisant. Curly Fashion continue encore et encore, et que même si nous on n'y est plus, que ça perdure, que ça existe longtemps. On est particulièrement mobile pour des personnes à mobilité réduite. Aller vers les autres, c'est mon principe de vie.